Bonjour à tous, je m'appelle Jimmy Cota. Je suis chirurgien orthopédiste, je vis et je travaille au Cap, en Afrique du Sud. Ma tâche consiste donc à partager avec vous notre expérience en matière de sécurité de l'arthroplastie de la hanche et du genou, dans un contexte de ressources limitées. Donc, juste un peu de contexte. Tout d'abord, avant d'aborder le contexte, je n'ai pas de divulgation liée, à ce sujet. Nous sommes actuellement au Cap. Cette ville magnifique compte un peu plus de 4 millions d'habitants. Environ 29% d'entre eux sont au chômage. Le taux de criminalité est très élevé, et nous traitons de nombreux cas de traumatisme. Les possibilités d'arthroplastie sont donc très limitées. Ainsi, certains auteurs ont affirmé que le Cap est constitué de deux villes distinctes. D'un côté de la ville, vous avez affaire à des gens très aisés, des personnes assez riches, qui vivent dans ce type de logement. Et de l'autre côté, vous avez le côté pauvre de la ville, où la plupart des traumatismes et des maladies sont malheureusement encouragés. Ainsi, le niveau de soins en Afrique du Sud est largement divisé en 3 niveaux. Il y a le niveau des soins de santé primaire. C'est là que le patient se rend pour la première fois. Il comprend les cliniques communautaires et les hôpitaux de district. Ensuite, le niveau secondaire reçoit les références du cadre de soins de santé primaire, ainsi que des hôpitaux régionaux. Les hôpitaux secondaires comprennent les hôpitaux régionaux et les grands hôpitaux de district. La différence est que dans les hôpitaux régionaux, vous avez 1 ou 2 spécialistes pour chaque discipline. Ils disposent également d'une unité de soins intensifs et d'un centre de soins intensifs. Dans les grands hôpitaux de district, vous avez généralement 1 ou 2 consultants par spécialité. Mais, nous n'avons pas de service de soins intensifs, ni d'unité de soins intensifs, ni d'installations adaptées dans ces hôpitaux. Ainsi, le récit que vous allez entendre au cours de cette conférence est basé sur mon expérience personnelle, dans un grand hôpital de district. Enfin, au sommet, nous avons les hôpitaux de niveau tertiaire. Il s'agit des hôpitaux universitaires. Et chaque hôpital universitaire transfère, reçoit et renvoie des patients des hôpitaux secondaires dans leur zone de recrutement spécifique. Voici donc l'hôpital Mitchell Esplin. C'est ici que je travaille chaque jour. Quand je me réveille, c'est ici que je viens travailler. Cet hôpital se trouve dans le district de Mitchell Plain. C'est un district où les statistiques de criminalité et de meurtre sont parmi les plus élevées en Afrique du Sud. Nous traitons donc beaucoup de cas de traumatisme ici. Cet hôpital est un hôpital de 300 lits, et sur ces 300 lits, seulement 18 sont des lits orthopédiques dédiés. Cet hôpital n'emploie qu'un seul consultant en orthopédie. Et c'est moi, avec moi. Mon équipe est composée de 4 médecins. Ce sont des médecins qui travaillent sur l'orthopédie, espérant obtenir un jour un poste de formation pour entrer dans notre programme d'internat, dans l'hôpital tertiaire, à l'hôpital Groote-Schuur. Et nous avons 4 internes. Ainsi, nous effectuons en moyenne 75 cas chirurgicaux par mois, dont 85% sont principalement des cas de traumatisme. Et seulement 15% sont des cas électifs. Et lorsque j'ai pris des cours facultatifs, je fais des prothèses totales du genou, des prothèses totales de la hanche, et aussi des blessures sportives liées au genou et à l'épaule, principalement des opérations arthroscopiques. Ainsi, lorsque nous parlons d'arthroplastie de la hanche et du genou, de nécrose avasculaire, j'ai reçu de l'aide de la part d'autres chirurgiens qui ont parlé de ma formation. J'ai commencé à travailler dans cette unité immédiatement après avoir terminé mon programme d'internat, à l'hôpital Groote-Schuur. Mes 60 et quelques arthroplasties, je les fais sous la supervision directe d'un chirurgien spécialisé des prothèses de la hanche et du genou. C'est ce que j'appelle une formation interne. J'ai été formé pendant une année entière où chaque arthroplastie que j'ai réalisée a été supervisée par un chirurgien diplômé. J'ai un chirurgien privé formé à la hanche et au genou qui travaille avec moi, et un autre, à temps partiel, chirurgien spécialisé dans l'arthroplastie de la hanche et du genou. Ce sont des chirurgiens privés qui donnent de leur temps,
la plupart du temps gratuitement. En moyenne, nous réalisons une 60aine de prothèses par an. Notre cadre opératoire dispose d'un théâtre orthopédique pour environ 700 000 personnes. Notre zone de chalandise couvre donc 700 000 personnes. Et tous ces gens dépendent d'un unique théâtre orthopédique, qui est ouvert du lundi au vendredi. Et, après les heures de bureau ainsi que les week-ends, nous partageons une salle d'urgence avec les chirurgiens généraux et la gynécologie. Vous pouvez imaginer que l'orthopédie sera toujours repoussée pour la laparotomie en raison d'abdominaux blessés par balle et tout le reste. Nous n'avons pas de lit de soins intensifs dans notre hôpital. Et nous partageons 18 lits. Cela signifie que mon patient souffrant d'arthroplastie sera allongé à côté de mon patient souffrant d'une infection, à côté de mon patient souffrant d'une fracture du fémur. Il n'y a donc pas de lieu d'isolement disponible. Si nous avons affaire à une infection résistante, nous devrons emprunter un lit de chirurgie générale pour ce type de patient. En tenant compte de notre profil de patient, nous avons affaire à de nombreux patients infectés par le VIH. Par conséquent, nos critères de sélection pour l'arthroplastie doivent être assez stricts. De plus, certains de nos patients souffrent d'obésité morbide, et la plupart d'entre eux viennent assez tard avec des maladies articulaires complexes. Les personnes qui se présentent tardivement peuvent simplement avoir attendu trop longtemps, ou avoir résisté à leur douleur de hanche et de genou, avant de finalement consulter un médecin. Et il s'agit généralement de personnes pauvres. Le revenu moyen d'un ménage, le revenu mensuel moyen d'un ménage dans le plan de Mitchell, est d'environ 4 900 $. Le loyer est équivalent à 180 $. Il s'agit donc d'une population très pauvre, et cela affecte le suivi de leurs soins. Parce que si c'est le cas, le coût du transport peut vraiment être un problème. Et nous comptons souvent sur eux pour assurer le suivi après l'opération dans leurs hôpitaux périphériques ou bien leurs cliniques. C'est donc un exemple du type de pathologie que nous voyons. Ce n'est pas toujours aussi grave pour ce patient. Vous pouvez voir que c'est avancé. AVN, stade 4. Classification Fichat et Hallett, avec des têtes fémorales détruites des deux côtés. Migration proximale, du côté gauche. Il s'agit d'un jeune patient séropositif. Le VIH est un gros problème pour les arthroplasties, en Afrique du Sud. Il présente souvent, avec une nécrose vasculaire, souvent bilatérale, à différents stades. Il s'agit d'un phénomène multifactoriel. Nous pensons qu'elle pourrait être liée au virus, mais aussi aux différents médicaments qu'ils prennent pour le traitement du VIH. Les inhibiteurs de protéase ont été impliqués dans une nécrose vasculaire. C'est donc ce que nous obtenons. Et, compte tenu de notre situation, nous ne sommes pas en mesure d'effectuer une hanche totale bilatérale, en raison de la durée de l'opération. Et éventuellement les soins post-opératoires peuvent être limités dans notre contexte. Nous irons donc de l'avant, et ferons un côté à la fois. Ce patient a une la hanche gauche, remplacement et attend un remplacement de la hanche droite. L'obésité est un autre problème auquel nous faisons face. Il s'agit d'un patient obèse qui a besoin d'une arthroplastie totale du genou. Notre seuil de l'IMC pour les prothèses du genou et de la hanche est relatif. Nous avons tendance à, être très sélectifs avec les patients dont l'IMC est supérieur à 40. Mais essentiellement, le facteur limitant est notre lit orthopédique. Notre lit orthopédique ne peut pas accueillir un patient pesant plus de 150 kg. Dès que nous atteignons ce poids, nous les envoyons à l'hôpital Crosscar. Ceux qui pèsent moins de 150 kg recevront alors leur arthroplastie du genou. J'utilise un genou stabilisé postérieur, un implant cimenté. Nous utilisons rarement un implant à tige. C'est le premier type d'implant que nous employons pour nos patients obèses. Donc, compte tenu du fait que nous sommes actuellement dans une situation relativement peu idéale, en utilisant un seul théâtre pour tous les arrivants, qu'il s'agisse de traumatisme, d'infection ou d'arthroplastie, notre théâtre n'est pas un théâtre à flux laminaire. Parfois, l'air conditionné ne fonctionne pas. Le profil de nos patients est souvent criblé de VIH, de diabète et d'obésité.
Comment notre profil de complication se compare-t-il à celui d'un hôpital tertiaire? Bien sûr, la différence entre les hôpitaux tertiaires est qu'ils ont une unité d'arthroplastie dédiée. Eux, ils ont une unité d'arthroplastie dédiée. Ils ont des théâtres, eux, qui ne font que des cas électifs, dans un environnement très contrôlé. Ainsi, après avoir examiné les données, sur une période de 4 ans, nous avons mené une étude rétrospective. En comparant le profil des complications de l'arthroplastie de la hanche et de l'oreille, entre notre hôpital de district et notre hôpital tertiaire de référence. L'hôpital Grotschur, que nous abrégeons ici par GSH. Sur une période de 4 ans, cela s'est produit entre 15 et 18. Nous avons comparé 2228 cas à Mitchell-Esplin, contre 799 cas à l'hôpital Crosscare. Nous avons examiné les réadmissions sur le taux de réopération, ainsi que le taux de toutes les complications. Après toutes ces analyses, nous avons compris que l'hôpital Crosscare enregistrait un nombre plus élevé d'infections et davantage de dislocations, comparé à notre cohorte. Nous nous sommes donc posé des questions. Qu'est-ce qui détermine la sécurité de l'arthroplastie de la hanche et du genou, dans un environnement à faible revenu, dans un hôpital de district, comme le plan de Mitchell? Ainsi, nous avons, bien sûr, publié nos résultats et une discussion détaillée de ce travail dans un journal international, qui est maintenant disponible pour votre examen approfondi. Mais, l'élément clé d'une arthroplastie sur dans un environnement à faible risque, hôpital, est multifactoriel. Le premier facteur dont nous avons discuté est la formation du chirurgien. Comme je l'ai déjà mentionné, étant moi-même chef d'unité dans cet hôpital, j'ai suivi une formation interne en arthroplastie de la hanche et du genou pendant une année, où j'avais un visiteur, chirurgien privé, formé à la hanche et au genou qui venait travailler avec moi sur tous les cas d'arthroplastie. C'est ce que j'ai fait pendant une année. Cela a en quelque sorte consolidé ma formation agréée, ou ma formation de résident en arthroplastie de la hanche et du genou, et j'ai continué. Et à côté de moi, j'ai continué à travailler avec d'autres chirurgiens spécialisés dans l'arthroplastie. La formation des chirurgiens est donc extrêmement importante pour garantir la sécurité de l'arthroplastie de la hanche et du genou dans les pays à faible et moyen revenu. Et bien sûr, le point suivant dont nous avons discuté était les critères de sélection. Notre population, comme nous le savons, est endémique en ce qui concerne le VIH. Le diabète est endémique. Il en va de même pour l'obésité. Que faisons-nous donc pour le VIH? Nous nous assurons que nos patients qui viennent pour une arthroplastie de la hanche ou du genou ont une charge virale inférieure à des niveaux détectables et un taux de CD4 à plus de 350. Si nous ne pouvons pas trouver la numération virale, si elle est inférieure au niveau détectable, alors, nous pensons que ces patients sont sûrs de recevoir l'arthroplastie. Et l'autre facteur que nous examinons est la numération CD4. Pas si rigoureusement. Nous voulons un CD 4 fois plus que 350 par litre. Et bien sûr, nous examinons également l'albumine. L'albumine doit être supérieure à 30 grammes par litre. C'est donc ce que nous recherchons. Le VIH, le diabète est dépisté. Tous les patients ayant un IMC élevé sont également dépistés pour le diabète, même s'ils sont déjà diabétiques. Nous faisons, le test HbA1c. Nous voulons qu'il soit inférieur à 8, pour les arthroplasties électives. Et, bien sûr, pour les patients qui sont obèses. Notre seuil d'IMC est généralement de 40, mais nous nous basons sur le poids que notre lit peut supporter. Et souvent les patients, plus lourds, qui pèsent plus de 150 kg, ne seront pas acceptés sur notre table d'opération. Nous étudions attentivement la classification anesthésique de nos patients, et tous ceux qui ont un ASA3 sont dirigés vers un niveau de soins supérieur. Donc, en substance, la formation des chirurgiens et des critères de sélection stricts sont importants pour assurer la sécurité de l'arthroplastie de la hanche et du genou. Et bien sûr, nous suivons les protocoles opératoires standards.
un nettoyage adéquat, une préparation chirurgicale et, nous utilisons des antibiotiques périopératoires, une injection à l'induction, et 3 autres injections après l'opération. C'est un sujet controversé en ce moment, mais, compte tenu de notre environnement, nous continuons à donner 3 autres injections d'antibiotiques après l'opération. Donc, en regardant vers l'avenir, comment pouvons-nous aider ou maintenir la sécurité de l'arthroplastie de la hanche et du genou, dans les environnements à faible et moyen revenu? Je pense que nous devons, en particulier, nous concentrer sur la formation des chirurgiens, et également, garantir la disponibilité des ressources nécessaires, telles que les implants à utiliser. Ce qui peut être contrôlé, c'est, la formation des chirurgiens, Actuellement, les chirurgiens des pays à revenus faibles et moyens en Afrique quittent souvent leur pays d'origine pour aller suivre une formation orthopédique de base. Dans d'autres pays riches, ils vont en Europe, en Amérique, en Afrique du Sud, pour se formation en tant qu'interne pour devenir spécialiste en orthopédie. À l'issue de cette formation, ils doivent rentrer chez eux et commencer à pratiquer, en principe sans autre sous-spécialité. Formation en arthroplastie. Donc, pour ceux qui en ont les moyens, ils peuvent aller dans d'autres pays et faire un fellowship. Cependant, ces bourses durent en général 12 mois, parfois même 24 mois. Et une fois qu'ils ont terminé, ils reviennent chez eux, à leur propre compte, en tant que chirurgiens spécialisés dans l'arthroplastie. Cela peut être limitatif, car l'exposition au cours d'un programme de bourse peut également être restreinte. Comment gérer les cas de révision, les cas complexes? Je préférerais donc un système de mentorat plutôt qu'un programme de bourse. Et quand je parle de système de mentorat, je vois les directeurs de bourse créer un programme de mentorat où ils s'efforcent de rendre visite à leurs ex-boursiers ou à leurs anciens boursiers dans leur propre hôpital pour observer comment ils traitent les cas complexes. Pour offrir de l'assistance en termes de présence physique et de mentorat dans le théâtre, mais aussi en examinant comment ils peuvent naviguer les défis spécifiques autour de l'opération dans un environnement à faible revenu, ce qui contribuerait grandement à garantir que l'arthroplastie de la hanche et du genou soit sûre dans les pays à faible et moyen revenu. Voilà ce que j'en pensais. Merci de m'avoir écouté.